Bon, merci, bonjour à tous, bonsoir. Encore une couche de stockage et encore une incursion dans le CO2. Donc je vous propose de balayer successivement en gros les problématiques liées au stockage du CO2 dans un premier temps, puis ensuite comment les contributions IMT dans ce domaine se sont déployées et quelle est leur structure. Et enfin, de faire quelques flashs sur soit des histoires anciennes, soit des applications plus actuelles de nos recherches dans ce domaine. Alors, pour l'essentiel, on attend d'un stockage de gaz acide. Alors, j'ai mis gaz acide plutôt que CO2 parce que ça concerne aussi beaucoup H2S et d'autres gaz. On attend que ce soit suffisamment massif pour avoir un impact atmosphérique. Bon. Donc il s'agit d'une opération à assez grande échelle. Pour référence, la photo en dessous, pompée chez Statoil, du schéma d'exploitation et de réinjection dans la formation du Tsira en Norvège, qui depuis bientôt une vingtaine d'années injecte 1 million de tonnes de CO2 dans le sous-sol. Il faut multiplier ça par 2 ordres de grandeur pour obtenir les volumes de CO2 stockés nécessaires pour que l'impact climatique en question soit raisonnablement sérieux. Donc il s'agit d'une opération de grande envergure en termes d'espace, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, et aussi qui va nécessiter un suivi de longue durée. Bon, et bien évidemment, on attend de nous, d'une certaine manière, qu'on fournisse des idées pour limiter au maximum les impacts, l'emprise géographique de ce type de stockage, et même, à la limite, que l'on propose des formules dans lesquelles une fraction de ce qui est stocké pourrait être récupérée, donc un certain niveau de réversibilité éventuellement. Et puis aussi qu'on propose des solutions à tous les niveaux au cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, en termes de problématiques, donc ça c'est plutôt pour les gens qui vont faire de la recherche, qu'est-ce qu'on peut dire sur le stockage de CO2 et des gaz de la même famille ? Bon, il ne s'agit pas d'une nouveauté, hein, c'est une opération d'ingénierie de réservoir qui est assez courante, même si elle n'est pas faite exactement dans les mêmes conditions pour le stockage que le CO2 est utilisé en récupération assistée. Mais enfin, c'est quand même quelque chose que l'on sait faire. La spécificité, c'est la taille et la durée des opérations, y compris du suivi. Et la spécificité qui nous concerne le plus, puisque finalement on est de la même école que les gens qui travaillent sur l'uranium, c'est l'acidité induite et donc les effets chimiques. Donc les problématiques, je vous ai fait un petit schéma pour vous ici, pardon, erreur de pointage, pour vous suggérer finalement les composantes d'un système de stockage tel qu'on l'imagine un petit peu sur le modèle de Sleipner, un forage d'injection, une bulle de gaz supercritique qui remonte et qui se colle sous une couverture, qui génère par migration latérale des accumulations secondaires, et puis dans un volume qui n'est pas forcément extrêmement bien défini, finalement du CO2 stocké sous forme à la fois dissoute dans l'eau de formation du réservoir et en partie stocké sous forme de gaz résiduel, c'est-à-dire piégé par des forces capillaires. Voilà, donc ça c'est le schéma. Dans ce schéma-là, qui concerne plutôt du stockage en aquifère hein, que donc, disons là où il y a de la place, dans ce schéma-là, on a à gérer l'espace disponible. Alors ça c'est un problème pour les géologues, parce que l'espace il a un volume, donc ça c'est un problème de géologue. Et l'espace disponible pour le stockage, donc l'occupation de l'espace, ça c'est un problème d'ingénierie de réservoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller l'espace, donc il faut mettre ce qu'il faut où il faut, mais pas plus. On a à gérer des déformations, alors ça j'en parlerai pas du tout. On a à gérer une perturbation chimique, alors ça j'en parlerai un peu plus, puisque c'est plutôt là-dessus que je suis le moins incompétent. Et on a à gérer des risques.
Alors, pour ce qui est de la perturbation chimique, eh ben, vous allez voir revenir le transport réactif, évidemment. Alors, l'IMT dans tout ça, les laboratoires, donc qu'est-ce qu'on fait? Je dirais qu'on fait des études de site au gré des projets liés au CE2. On a fait des études de site, des études méthodologiques, beaucoup de modélisation chimie de transport sous les versions 0D, 1D et simulation. On a fait... Ça a été l'occasion de faire pas mal de développement numérique dont Vincent a parlé un peu tout à l'heure. Des gens ont fait du monitoring géochimique dont je ne vais pas parler parce que je n'y comprends pas grand-chose. Et puis, il y a eu des travaux sur juridique et sur les études de risque liées à des cas spécifiques. Dans tout ça, je vais me concentrer sur ce qui est qui relève spécifiquement des interactions chimiques entre ce que l'on injecte et le sous-sol, donc sur la partie chimie, transport, expérimentation, équilibre, enfin tout ce qui relève de l'interaction entre le CO2 et le sous-sol du point de vue chimique, et je vais laisser tomber froidement tout ce qui est mécanique. Alors, du point de vue de la structure de ces recherches, en gros, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est la même structure. Je n'ai pas dit que c'était les mêmes volumes. À Paris et à Saint-Étienne, en gros, ça s'est structuré autour d'un élément. Alors, pour les Stéphanois, c'est une association de longue date avec l'IFP, avec les chercheurs de l'IFP. Pour les Parisiens, c'est plutôt le PGT, le pôle géochimie transport, qui a suscité, qui a servi de noyau dans ce genre de recherche. Et puis aussi, c'est peut-être pas mauvais de voir d'où on vient les uns et les autres et de savoir de quoi on hérite. Je dirais que de la même manière que les travaux actuels sur la lixiviation des gisements d'uranium, les concepts et les tentatives de numérisation ou de modélisation que l'on a développées les uns et les autres héritent finalement d'une certaine vision géologique, géologie minière, je dirais, de la formation de certains types de gîtes minéraux, que ce soit les rôles uranifères ou des gîtes, je pense à des gîtes de skarn, mais disons de la pétrologie hydrothermale dans lesquelles des fluides transportaient des constituants pour les fixer dans des roches, et c'est ensuite ces roches-là qu'on exploitait. Voilà. Donc c'est un petit peu notre culture commune qui transparaît à travers le développement des codes de transport réactif, dans la mesure où on essaye finalement de simuler ce que nous avions observé à l'époque où nous étudions les gisements pour eux-mêmes. Alors, cette structure de recherche, enfin, c'est une structure a posteriori. Hein. J'aurais pas pu prévoir ça il y a une vingtaine d'années. Donc, elle est centrée sur un noyau, je dirais un fil directeur, et puis des actions de recherche partenariale qui sont beaucoup développées depuis 2005, depuis la création de l'ANR, par basculement dans l'ANR d'un certain nombre de projets. Bon, pour ce qui est des développements numériques et des simulations, ben, on en a déjà parlé, donc c'est peut-être pas la peine d'y revenir. La géochimie, donc la partie hydrogéochimie en 0D à Saint-Étienne, ça s'appelle ArcSim. Ça a eu été Archimède. À Paris Tech, ça s'appelle Chess. Et puis, avec ça, vous avez d'un côté un simulateur d'écoulement qui est la propriété de l'IFP, et de l'autre, ben, les développements numériques faits sur le transport ici à Paris Tech, et qui ont été, qui étaient au départ saturés, puis qui ont été étendus au diphasique avec d'autres fonctionnalités. Donc je vais venir maintenant sur des problèmes de chimie, de réservoir, pour illustrer mon propos, pas tellement pour faire valoir des actions en cours. Alors qu'est-ce que c'est sur le thème CO2 l'apport de l'ingénierie de réservoir? Le CO2 entretient une relation un peu spécifique avec l'ingénierie de ces réservoirs, puisque finalement, on n'imagine pas bien comment les opérateurs
de stockage de CO2 pourraient ne pas être les industriels de l'exploration, production des hydrocarbures. Donc, pour ces gens-là, l'ingénierie de réservoir, c'est l'outil de base qui sert à préfigurer un schéma d'exploitation et à l'affiner lorsque celui-ci peut bénéficier de données dures que sont les données d'exploitation. C'est ce qu'on appelle l'history matching. Ça marche aussi, je me suis aperçu tout à l'heure en écoutant Vincent que ça marchait aussi assez bien en exploitation minière. Bon. Donc l'ingénierie de réservoir, c'est pour nous, dans le cas du CO2, c'est la méthode, la seule en fait, qui permet d'accéder au bilan du CO2, c'est-à-dire finalement où se retrouve ce que l'on injecte, sous quelle forme ça se retrouve, liquide, liquide mobile, liquide pas mobile, en solution dans l'eau, sous condition d'un schéma d'exploitation qu'on a prédéfini. Alors, dans cet exemple ici, vous avez finalement, ça représente en gros un type de gisement stratifié typique du Dogger du bassin parisien. Alors, désolé Vincent, c'est du 2D, hein, ça date. Mais enfin, c'est plus observable en 2D, dans laquelle vous avez une couverture, un réservoir saturé d'eau, vous injectez du CO2 ici, par exemple, vous injectez de l'eau là, et puis vous regardez l'évolution des bulles sous l'effet des forces visqueuses et gravitaires. Vous obtenez un scénario de déplacement des fluides au cours du temps. Donc ça, c'est un peu plus tard, lorsque le système s'est un peu relaxé, qu'on a arrêté d'injecter et que la gravité a fait son effet. Donc vous avez des systèmes résiduels ici et là, et vous avez une empreinte à court terme, à la fin des opérations dans le système. Alors je vous ai montré cet exemple uniquement pour vous faire voir une chose, c'est que si on superpose la chimie réactionnelle, c'est-à-dire si on fait du transport réactif avec le même outil, on s'aperçoit, et bon, ce n'est pas une très grosse surprise, mais on s'aperçoit que finalement les réactions chimiques se produisent à certains endroits et pas à d'autres. Bon. Donc en fait, vous avez une distribution de l'intensité des réactions chimiques. En gros, là, la réaction chimique, c'est une dissolution du carbonate, hein, c'est pas très compliqué, c'est pas à très long terme, qui est variable selon les conditions. Donc on pourrait dire presque à la limite qu'on a tout le temps la même réaction, mais les conditions à la limite du problème sont différentes et à la limite les rapports eau sur roche sont différents d'un site à l'autre. Voilà. Donc voilà le genre de résultats qu'on obtient et qui permet finalement de fixer un certain nombre de modes opérationnels de réaction selon, alors on appelle ça drainage, imbibition, mélange selon les variations que l'on impose aux directions des vitesses des différents fluides qui interfèrent dans le problème. Et pour la même réaction chimique, on a différents modes d'interaction avec des bilans un petit peu différents. Bon. L'intérêt de ça, évidemment, c'est que du point de vue ingénierie, si à partir du moment où on peut modéliser l'endroit où se produisent les réactions chimiques, on peut faire du design. Donc ça veut dire que dans les opérations à venir, on pourra localiser par exemple les dissolutions à des endroits où elles ne posent pas de problème ni pour la sécurité, ni pour l'efficacité du dispositif. Alors ce type de travail, finalement, a contribué beaucoup, pour nous, peut-être aussi pour les Parisiens, à aider au développement des outils de calcul. Et donc je fais état ici des développements qui ont été examinés et que l'on a fait progresser à travers ce type d'exemple. Bon, c'est du calcul intensif, c'est de la parallélisation, c'est de la décomposition de domaines pour les mathématiciens, parce que finalement, il y a beaucoup de cellules dans une simulation où il ne se passe rien, donc ce n'est pas la peine de s'attarder dessus. On a toujours parmi les problématiques difficiles pour les numériciens, il y a toujours la manière dont on gère les apparitions et disparitions de phases, donc ça reste peut-être un sujet d'étude possible.
Je vais maintenant venir sur des sujets où on s'est intéressé à des cas un peu moins scolaires et des cas un peu plus réels dans lesquels on se frottait à des conditions de réservoir du point de vue du laboratoire et du point de vue de la thermodynamique. Alors, il y a un certain nombre d'expérimentations faites directement pour regarder la réactivité des produits les plus réactifs. Donc, je pense pour l'essentiel des phases cimentaires. D'autres gens ont travaillé sur les argilites, sur les couvertures. Et puis, il y a eu un effort assez substantiel ici, à ParisTech, qui n'est pas terminé, pour se développer du côté de la thermo et pour introduire des gaz réalistes dans les mélanges que les stockages devaient gérer. Voilà. Donc, c'est ce point-là sur lequel je vais poursuivre maintenant. Donc, ces travaux qui sont visibles aussi sur un poster de Jérôme à l'extérieur, dans le hall. En gros, il s'agit de mettre à jour de la thermo sur des mélanges complexes dans lesquels finalement on n'a pas les données initiales suffisantes pour travailler proprement en termes d'équation d'état ou en termes de simulation de la répartition des éléments entre les différentes phases. Alors ça concerne surtout la solubilité de l'eau dans le gaz et les effets du sel dans les gaz. Mais bon, quand il y a des données manquantes, il y a des données manquantes. Et l'autre volet de ce travail, ça consiste à finalement reprendre des données de la littérature, reprendre des équations d'état, peut-être en les simplifiant un petit peu, pour que finalement elles permettent de faire des calculs dynamiques sans plomber dramatiquement le calcul dynamique. Bon, il y a eu aussi une série d'expériences qui sont intéressantes dans la mesure où, bon, c'est des expériences en système fermé, mais ça permet finalement de justifier d'une part que l'on représente les systèmes géochimiques de façon correcte, et d'autre part, ça instille une certaine confiance dans la qualité des résultats des modélisations. Donc ça, c'est plutôt une perspective validation qui est développée là. Donc ça, c'est des réactions au gaz roche avec des gaz un peu exotiques. Alors, tout ça est très utile. Tout ça est très utile, mais bon, il y a une certaine morosité dans la R&D liée au CO2 parce qu'on sent bien qu'on ne va pas vraiment on ne va pas assez vite, en tout cas, vers des opérations industrielles de grande envergure. Donc, à partir du moment où on a développé des outils pour simuler l'injection de CO2 plus H2S, plus SO2, etc., dans des conditions raisonnables de réservoir, ben, pourquoi ne pas s'en servir pour résoudre un problème de réservoir qui n'est pas lié au stockage, mais qui est juste lié au fait que dans des réservoirs existants actuels, on a des hétérogénéités de composition. Donc un scénario dans lequel une bulle de gaz, alors supercritique ou pas, je pense plutôt non, c'est pas évident parce qu'elle est très chaude, est balayée par un aquifère, le jeu des solubilités différentielles, les équations d'état des gaz, fait que on obtient des hétérogénéités. Donc ça, c'est un type d'application qui sort du CO2, mais qui permet de pallier un petit peu à la morosité ambiante. Alors j'en ai une autre à vous proposer, ce sera la dernière. C'est un scénario un peu du même style, mais dans lequel finalement, au lieu de transporter la matière par l'eau, on la fait transporter par le gaz. Donc c'est du gaz stripping si vous voulez, c'est de l'ECBM pour d'autres, c'est-à-dire c'est un échange chromatographique entre une phase gaz mobile et de l'eau, et une phase hydrocarbure solide ou peu mobile en tout cas. Donc voilà une simulation dans laquelle on injecte du CO2 sur une roche contenant un peu de charbon. C'est à plat, c'est un flux d'arcéen. Donc vous avez des écoulements qui sont quand même assez instables parce que vous faites passer un fluide très peu visqueux dans un autre fluide qui l'est beaucoup plus. Et vous avez des effets chimiques en dessous de répartition, de collecte
de constituants chimiques pris dans le solide et qui sont déplacés à travers le système. Donc c'est finalement l'équivalent du transport réactif, mais avec un transport par la phase gaz. Bon, si vous changez de physique, c'est-à-dire si vous faites une invasion capillaire ici avec des schémas de circulation et des répartitions des saturations qui sont extrêmement différents, vous retrouvez la même zonation chimique. Et donc la seule chose que je voulais, mis à part le fait que c'est le gaz qui se déplace au lieu d'être l'eau qui se déplace, la seule chose que je voulais souligner avec ce point, c'était le fait que la chimie, finalement, est robuste par rapport à la physique, c'est-à-dire que vous obtenez le même résultat du point de vue de la répartition des constituants chimiques, même si vous vous trompez assez lourdement sur la nature du processus physique qui déplace vos constituants. Donc ça, c'est un truc intéressant du point de vue de la validation et du point de vue de la robustesse des modèles qui sont développés, parce qu'à la limite, finalement, on peut très bien concevoir qu'on n'essaye pas de valider les modèles de la même manière s'il s'agit de valider du transport et s'il s'agit de valider de la chimie. Donc ça assure une certaine indépendance et une robustesse au système. En gros, mon sentiment, c'est que finalement, les pilotes ou les cas d'injection à grande échelle qui sont pratiqués un peu partout par le monde, ils ont quand même une vocation à valider les prédictions qui sont faites du point de vue du transport, et que pour valider les prédictions qui sont faites du point de vue de la chimie, on pourrait peut-être se contenter de validation 0D ou 1D à la rigueur. Voilà. Donc ça, c'est le point auquel je voulais en venir. Alors l'autre point qui me paraît important dans la structuration du type de recherche qui peut être issu de ça, c'est que, bon, d'abord, vous avez vu qu'il y a un lien absolument étroit et vital avec la thermodynamique. Alors ça a été développé beaucoup ici pour les gaz associés au CO2. Je pense que peut-être collectivement, nous pouvons envisager de faire la même chose avec la thermodéshydrate et développer des applications dans ce domaine. Transport de constituants échangeables avec des hydrates, ça fait sens par rapport à un certain nombre de problématiques. Maintenir le lien avec l'expérimentation, ça me paraît vital pour la justification et la validation des modèles. Et puis, puisque finalement, tout est bon à prendre en termes de possibilités de validation, conserver le lien avec le génie des procédés, qui fournit à la fois des cas d'application à nos modèles de transport réactif, mais aussi une possibilité de validation a posteriori sur des systèmes maîtrisés qui ne peuvent qu'améliorer la qualité de nos prédictions. Voilà. Je m'excuse pour tous les gens qui ont été oubliés qui ont contribué au projet CO2 et que j'ai oublié dans la présentation. Il y en a sûrement beaucoup et je vous remercie de votre attention. Bien, merci. Des réactions dans la salle? Oui. Jacqueline Lecourtier, donc je voudrais surtout bien comprendre où vous en êtes, c'est-à-dire que vous estimez que les modèles finalement ont été développés. Bon, il y a toujours à les améliorer, mais enfin. Et aujourd'hui, vous essayez de trouver des domaines d'application, enfin des cas d'application de ce que vous avez fait, en attendant qu'enfin un pilote CO2 apparaisse où on pourrait vraiment valider ce qui a été fait. Alors, oui, je vous réponds comme ça. Je vous réponds comme ça plutôt. Bon, alors je vais stocker votre question parce que je vais sûrement la repasser à quelqu'un d'autre. Ceci dit, je ne pense pas qu'on ait fait le tour des modèles. Ça, c'est une question. Alors ça, je n'ai pas parlé, c'est plus personnel. Je pense que dans la partie interaction aux roches, on travaille actuellement avec des modèles qui marchent dans certains cas, qui ne marcheraient pas dans d'autres cas, pour des raisons d'homogénéisation en général. C'est-à-dire qu'on travaille sur des problèmes où on n'a pas sur des cas types dans lesquels les problèmes d'homogénéisation, notamment de la chimie, ne sont pas cruciaux. Quand on va vers le domaine des réactivités des verres nucléaires, là, par exemple, enfin des verres ou des matériaux massifs en général, tiens, mais je
je l'avais écrit là. Je pense qu'il y a un problème d'homogénéisation, c'est-à-dire que la réaction que l'on sait modéliser à petite échelle n'est pas transposable à grande échelle. Donc là, il faut refaire de la cinétique chimique, je pense, conventionnelle, pour upscaler le passage du transfert à une échelle supérieure. Bon, c'est beaucoup lié à des problèmes de solides dont la dissolution n'est pas stoichiométrique et donc dans laquelle il y a deux milieux. Il y a un milieu local et un milieu global. Bon, là, je pense que ça, c'est pas fini. Ça pourrait intervenir si on travaille sur les hydrates, puisque oui, finalement, voilà, sur les solutions solides. Donc, il y a quand même du développement de ce point de vue-là à faire, soit en transfert local, global. Alors, dans certaines applications, ça ne sert à rien. C'est au-delà du CO2. C'est au-delà du CO2, voilà, parfaitement. Ça, parfaitement. Et je pense qu'on va tomber sur ce genre de problème, nous, plutôt quand on va travailler sur du recyclage de déchets ou de l'hydrométallurgie de laitier, par exemple. D'accord. Et sur les hydrates de gaz, vous envisagez de travailler dans quel contexte? Alors, sur les hydrates de gaz, nous, ce qu'on aime bien faire à Saint-Étienne, c'est des manips. Donc, on envisage de faire des manips. Oui, mais avec quel objectif? L'objectif, ce serait pour les... Bon, il y a une partie thermo qui est utile, importante, et une partie, je dirais, transfert. Donc, moi, je suis assez tenté de faire du transfert, de faire une colonne de percolation 1D pour convertir de l'hydrate de CH4 en hydrate de CO2.